En mai 2025, si nous avons de la chance et que rien n'est reporté, nous aurons l'occasion de découvrir Avengers de Kang Dynasty. Plus qu'un film, je pense pouvoir parler au nom de tous les fans du MCU en disant ceci: bordel, qu'est-ce qu'on est hypé. La raison à tout cela, Avengers Infinity War, le film servant de première partie au dénouement final, avant que les émotions nous submergent entre morts iconiques et fin d'un chapitre qui nous aura tant fait rêver. Avengers Kang Dynasty aura la même ampleur, un film qui devrait enfin dévoiler le potentiel de cette saga du multivers, décrié comme beaucoup comme étant trop étiré, mais aussi plus de 2 heures au cinéma à découvrir l'étendue du pouvoir de Kang et la grandeur de son danger face à la Terre, aux univers et à nos Avengers. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et dans cette vidéo nous allons tenter de comprendre quels seront les héros présents dans Avengers Kang Dynasty et pourquoi les choisir eux et pas d'autres face à un variant ultra puissant de Kang ou même plusieurs. Alors certes, le film n'arrive pas encore de suite, mais dans toute théorie que j'aime à vous proposer, il y a toujours une base qui est plus ou moins officielle, afin d'avoir un début de route solide et qu'ensuite on puisse naviguer ensemble sur cette route qu'est la théorie sans pour autant perdre son chemin. Et nous avons de la chance car pour nous aider, nous allons nous appuyer sur les déclarations officielles du scénariste du film, Jeff Loveness, qui nous a livré une poignée de héros présents dans le film. La mission, si vous l'acceptez, sera de compléter cette liste, mais surtout de comprendre son enjeu. Car pour comprendre les liens entre Kang et ses personnages, il faut avant tout comprendre quel est le lien entre ces derniers. Daredevil, Namor, Moon Knight et Hawkeye seront officiellement dans le film selon les déclarations officielles. Rajoutez à ça les sous-entendus du scénariste mentionnant Yelena et Shuri, ou encore le fait que celui derrière les caméras de Kang Dynasty soit le réalisateur de Shang-Chi, ce qui me fait dire que le héros a de fortes chances lui aussi de faire partie de la team. Je rajoute en prime Spider-Man, étant donné qu'il y a de grosses rumeurs depuis des mois visant à dire qu'il aurait un rôle important dans ce film de 2025. Se présente à nous alors une très belle brochette de héros et encore dans cette vidéo, on va en rajouter quelques-uns. Quels sont les liens entre ces personnages et pourquoi les avoir sélectionnés à la place d'un Doctor Strange ultra puissant et calé sur le multivers ou même des 4 Fantastiques ou Blade qui ne seront probablement pas dans le film pour citer les mots de Jeff Loveness. La première des choses, si on regarde avec un point de vue global, c'est que tous ces personnages sont dans la catégorie street level. On pourrait presque dire qu'ils sont plus justiciers que héros, à la manière d'un Daredevil qui combat les rues d'Hell's Kitchen en pleine nuit ou d'un Hawkeye combattant la mafia à New York. Dans cette équipe pour l'instant, seulement Hawkeye et Spider-Man sont déjà allés dans l'espace et savent que ces dangers ça peut craindre un max. Clint Barton reste traumatisé d'une scène horrifique et Peter lui s'est fait exploser par Thanos comme un insecte. Je pense donc que ces deux personnages sont disposés à être des leaders dans le film et tout comme le dit la rumeur, Spider-Man pourrait être le meneur d'une adaptation des Young Avengers ou en tout cas d'une équipe de seconde ligne. Car même si nous avons ici les personnages les plus présents, qu'est-ce qu'il en est des autres ? Ils seront certainement sous les ordres d'un de nos 2 Avengers afin de faire avancer une intrigue. D'ailleurs, le fait de mettre ces personnages pourtant pas si puissants à première vue n'est pas anodin non plus. Tout comme Infinity War et Endgame, il faut équilibrer le temps d'écran et l'importance des personnages entre les 2 films. Et étant donné que Secret Wars sera l'affrontement final et donc par définition qu'il sera celui où il faudra sortir tout l'arsenal, il est normal de retrouver du Yelena, du Hawkeye et même du Daredevil dans le film Kang Dynasty, qui se trouveront très vite démunis s'ils se voient affronter en combat singulier le grand conquérant du multivers. En termes donc d'enjeux et de la même manière qu'Infinity War, je pense qu'on sera en globalité durant ce film principalement sur Terre. Et que c'est pour ça que notre sorcier suprême laisse sa place pour l'instant à un Daredevil ou un Hawkeye, tout bonnement pour faire monter les enjeux durant Secret Wars. D'ailleurs, il existe un lien plus qu'évident entre plusieurs de ces personnages, le caïd de Vincent D'Onofrio. Je pense qu'il sera dans Avengers de Kang Dynasty. Le grand méchant et ennemi juré de Daredevil sera de retour face à Charlie Cox dans la série Echo, avant qu'il soit de retour dans la série Daredevil Born Again au printemps 2024. Le caïd est également celui qui est derrière tous les événements de la série Hawkeye, en allant du meurtre du père de Maya Lopez au contrôle total d'une organisation criminelle qu'Hawkeye tente d'éradiquer. Sans oublier Yelena, présente dans la série Hawkeye elle aussi, qui pourrait également sceller son destin avec notre grand chauve charismatique. 3 personnages de notre roster déjà confirmés officiellement ont donc croisé de manière plus ou moins directe le chemin de Vincent D'Onofrio, ce qui nous amène à Spider-Man,
et la tour Avengers. Vous le savez, mais une des plus grandes questions à ce jour subsiste encore. Qui a racheté la tour Avengers durant son déménagement? 3 théories sont dans la nature depuis, et nous allons nous intéresser ici à 2 d'entre elles. La première voudrait que ce soit le Caïd qui ait transformé notre belle tour technologique en tour Fisk, gouvernant alors tout son business et surveillant la ville qu'il possède sous ses actions criminelles depuis sa nouvelle tour d'ivoire. La seconde, un peu plus récente, voudrait que cette tour appartienne à Kang, ou en tout cas un de ses variants. Une théorie d'autant plus intéressante depuis que l'on a vu la tour Avengers ornée d'un logo Kang dans la série Loki, qui dans les comics est typiquement le nom de l'entreprise qui rachète la tour à Tony Stark. Kang Enterprise est détenu par un homme nommé Mr. Griffon, alias un variant de Kang le Conquérant, qui de par son allure très habillée pourrait être l'identité cachée de ce variant que l'on voit précisément en scène post-crédit d'Ant-Man 3. Une théorie donc toute tracée. Quant à sa première visant à dire qu'elle serait devenue la tour Fisk, c'est également une théorie qui se tient, d'autant plus depuis que Tom Holland a révélé en interview qu'il savait qui avait racheté cette tour. Now just tell me who bought Avengers Tower. Actually, I do know who bought Avengers Tower. See nothing. Goodness gracious. Et de mon point de vue, si la tour appartenait à un des variants du grand méchant de la saga, il est peu probable que Tom Holland aurait pu être au courant d'un détail aussi avancé de l'intrigue, tant les studios ne lui font pas confiance, l'acteur ayant livré par accident des spoilers de manière répétée ces dernières années. On rappelle que depuis pas mal de projets, Tom Holland et Mark Ruffalo reçoivent des scripts totalement censurés ou truqués, afin d'éviter que certains éléments ne puissent fuiter. Une petite sécurité donc établie très certainement par le seigneur Feige. Donc s'il sait comme il le dit qui a racheté cette tour, c'est que probablement ça ne tourne pas autour d'un élément pivot de Kang Dynasty, ou en tout cas d'un élément de l'intrigue important et donc du méchant. Le fait donc de dire que le Caïd à la tête de New York est aussi à la tête de cette tour d'ivoire me semble d'autant plus plausible maintenant. Et puis pour rappel, le Caïd est un des plus grands ennemis de Spider-Man dans les comics. Ce n'est pas encore montré, mais le Caïd fait déjà la loi à New York, comme montré dans Hawkeye. Peter était juste trop occupé à ranger ses variants dans le tiroir pour s'intéresser à la vermine criminelle de New York. Mais maintenant qu'il n'y a plus de Tante May, ou même de Ned, ou même de MJ, qui n'ont aucun souvenir que Peter Parker existe, la petite araignée sympa du quartier va forcément tomber sur le Caïd, ses sbires et leur complot. La question est alors la suivante. Pourquoi est-ce que Kang, ou un de ses variants, descendrait sur Terre et aurait un quelconque lien avec New York? Je pense qu'en fait tout le but serait de montrer la notion de conquête et la violence dont Kang peut faire preuve pour atteindre ses objectifs. Après tout, on entend parler de Kang depuis un moment. Il était à la tête de la zone quantique dans Ant-Man 3 et mis à part un flashback de quelques secondes, nous n'avons jamais vu comment Kang s'y prend pour renverser le pouvoir et à quel point il serait prêt à causer d'innombrables tueries pour devenir le chef d'une nouvelle dimension, d'une nouvelle Terre, puis d'un nouvel univers. Dimension Terre-Univers, soit Ant-Man 3, Kang Dynasty, Secret Wars. Une échelle de pouvoir totalement graduelle puisque comme je vous le disais déjà pour Ant-Man, si Kang est montré aussi faible dans le film, c'est justement pour faire monter les enjeux dans les prochains. Quoi de mieux donc après Ant-Man et sa zone microscopique que de voir un Kang s'en prendre à une planète avec une démonstration d'un New York totalement ravagé, ce dernier affrontant l'empire du Caïd afin de lui piquer sa place du trône et pouvoir dominer la terre principale du MCU. Car même s'il est pour l'instant compliqué de cerner son personnage, on sait que Kang a toujours aimé les trônes, les lames dans Loki, son vaisseau dans Ant-Man 3 ou encore cette gigantesque citadelle en post-crédit totalement bâtie à l'effigie de Kang et ses variants. Si Kang devait donc siéger sur Terre, cela serait forcément en haut de l'ancienne tour Avengers, cette gigantesque tour au centre de New York, symbolisant par le passé une surveillance totale sur les dangers de ce monde, mais très certainement convertie en emprise totale par le biais d'un nouvel empire. Je pense donc que le Caïd y siège déjà, d'une manière ou d'une autre, depuis la série Hawkeye, mais que Kang voudra réaliser ce qu'il a probablement déjà fait avec un de ses variants et faire de cette tour Fisk une tour Kang. Cependant, dans Loki, rien ne nous dit véritablement que cette tour Kang et ce New York complètement dévasté viennent d'une autre réalité. Il est tout aussi probant que ce soit une image du futur et que donc ce passage de Loki nous montrait le plan de Kang achevé telle une prophétie déjà close par celui qui a les yeux sur le passé, le présent et le futur.
On y voyait après tout le casque de Yellow Jacket, abandonné et totalement disproportionné, un signe peut-être nous disant qu'il avait troqué son casque pour sa grosse tête de MODOK dans Ant-Man 3. Rappelez-vous également dans Ant-Man 3, Kang se vante d'avoir déjà tué Thor, mettant l'accent sur son marteau. Et là aussi c'est une chose présente depuis l'épisode 5 de Loki, puisque nous pouvons y apercevoir une version de Mjolnir totalement abandonnée et échouée, appartenant très probablement à la version de Thor qui a succombé sous les mains de Kang, même s'il est aussi d'avis de dire qu'il pourrait s'agir du Thor tué par Kid Loki ou même du Mjolnir appartenant au Thor grenouille que l'on voit dans l'épisode. Il y a également le vaisseau de Ronan, méchant du premier film Gardien de la Galaxie. Bref, quand je vous disais que Kang avait tout prévu depuis le début du MCU, ceux-ci ne sont juste quelques miettes par rapport à tout ce que je vous exposais dans cette vidéo que je vous invite à redécouvrir ou à découvrir si jamais vous l'avez manqué. Cette scène donc de Loki rejoint le passé avec Ronan, le présent avec Ant-Man 3 et possiblement le futur, en tout cas c'est ce que je pense. Avec par exemple un easter egg du tribunal vivant, que l'on aperçoit de plus en plus en guise d'easter egg depuis quelques projets, dans Thor 4 et Doctor Strange 2, ce qui me fait penser qu'il fait lui aussi partie du plan de Kang, bien qu'au vu de son état, il risque de triompher là aussi de cette entité. Et comme je vous le disais, la tour Kang, tout sauf un simple easter egg selon moi. Dans un autre genre, on sait que la tour Avengers disposait de certaines technologies montées par Stark. Et bien qu'il ait tout déménagé dans Spider-Man Homecoming, il n'est pas dit que quelques éléments soient restés. Après tout, on se rend compte qu'il existe un marché noir de la technologie Chitauri pour confectionner des armes surpuissantes. Un marché noir qui, au-delà de tout ce qui nous est présenté, pourrait faire partie d'une manière ou d'une autre de l'empire mené par le Caïd. Et quand on regarde dans le passé, notamment dans sa série Netflix Daredevil, le Caïd est à la tête des plus gros marchés clandestins de drogue et d'armes. Et dans tous les cas, à chaque fois qu'il est question de marché noir ou de guerre de gang, vous pouvez être sûr que le Caïd s'y cache derrière. C'est un petit peu son dada dans chaque adaptation où il apparaît. Maintenant, si Shuri et Namor sont dans Kang Dynasty, c'est peut-être car ils sont considérés comme étant les protecteurs du vibranium, qui a déjà démontré par le passé qu'un marché noir existait pour les criminels, bien que peu répandu depuis dans le MCU. Si le Caïd ou son empire en dispose, il est normal que les deux héros fassent équipe pour tenter de ramener la coupe à la maison comme on dit. Et puis d'ailleurs, difficile de penser que quelqu'un comme le Caïd n'ait pas réussi à mettre la main dessus d'une manière ou d'une autre depuis que ça a été introduit dans le MCU. Tout comme d'ailleurs l'adamantium. Si la rumeur dit vrai, le Céleste échoué sur Terre à la fin d'Eternals serait rempli de ce métal précieux et supérieur potentiellement au vibranium, un métal qui devrait être récupéré par le général Ross par le biais des Thunderbolts qu'il enverrait en première ligne durant le film de 2024. Et là aussi, pour l'adamantium, difficile de penser que quelqu'un comme le Caïd ne voudra pas tenter de récupérer cette ressource. On rappelle que le but du personnage, c'est de contrôler la ville, et que pour ça, il est prêt à utiliser tous les leviers qui seront à sa disposition. Et sans oublier d'ailleurs Damage Control, une organisation créée de base par Tony et disposant de toute sa belle technologie, mais qui depuis Miss Marvel semble avoir changé de boss, puisqu'on ne sait toujours pas à ce jour qui est le patron de cette organisation qui, au vu du côté ripou de cet agent, pourrait être une adaptation de l'AIM afin de capturer et étudier les êtres extraordinaires et qui plus est le gène X, probablement au centre de la prochaine saga du MCU. Pourquoi m'être donc autant étalé sur le Caïd ? Tout bonnement pour vous expliquer l'ampleur et l'enjeu qu'il pourrait avoir aux yeux de Kang. Après tout, bien qu'il vienne du futur, on n'a toujours pas d'explication sur le fonctionnement de la technologie de Kang, et je suis persuadé que ça vient soit du vibranium, soit de l'adamantium, soit tout simplement d'un mélange des deux. En tout cas, tout ça se trouve potentiellement dans un seul endroit, la tour Avengers. Le film suivrait donc Mr. Griffon, variant de Kang, tenter de prendre le pouvoir de cette tour, pourquoi pas même en faisant campagne contre Fisk durant les élections municipales. Et à ce jour, personne, mis à part Loki, Sylvie, Mobius et la famille Ant-Man ne sont au courant que Kang existe quelque part. Et devinez quoi, les personnages que je vous ai cités ne seront probablement pas dans le film. Une manière donc différente de Thanos, dont les Avengers ont été prévenus de son arrivée par un Bruce Banner apeuré. Alors certes, Ant-Man pourrait prévenir tout le monde, mais à ce jour je ne vois pas pourquoi ni comment il le ferait. Le seul moment où il pourrait décider de passer un coup de fil serait celui par exemple où Kang serait médiatisé, pour sa campagne de maire par exemple. Le voyant par exemple à la télé durant sa campagne de maire, Ant-Man avertirait en disant qu'il connaît cette personne et qu'il l'a affronté par le passé, qu'il est dangereux et lié au multivers. Mais il serait déjà probablement trop tard.
Après tout, il a été averti mais n'y croit toujours pas à la fin du film. Oui, Ant-Man vient peut-être de condamner l'univers. Mais pour Scott Lang, ça sonne juste pour l'instant comme une grosse phrase de méchant frustré qui n'aura pas vraiment de répercussions sur la suite. Je pense donc que les Thunderbolts, ou du moins une partie, seront dans le film. S'ils sont envoyés pour récupérer des ressources sur un Céleste, alors pourquoi est-ce que la mission ne se poursuivrait pas dans la Tour Fisk? Et même sans vraiment parler de mission, Yelena, Bucky et Red Guardian ont assez d'empathie pour vouloir par eux-mêmes contrer ce genre de danger et aider Shuri, Namor et Hawkeye qui sont déjà confirmés. De plus, difficile de penser que le gouvernement déciderait de laisser un homme comme Fisk ou une toute autre personne disposer d'une technologie comme l'adamantium. Sans parler du fait que Hawkeye, Yelena et Bucky ont tous les trois un point commun. Ce sont des espions, une compétence particulière qui ne serait pas de refus pour s'introduire dans la tour, afin de récupérer ces métaux précieux pour contrer Kang, des criminels ou peut-être même les drones de surveillance de Damage Control servant Fisk, un homme qui aime justement tout surveiller. Ma plus grande question réside autour de Moon Knight, qui est le seul personnage à ne pas avoir des enjeux très terre à terre dans tout ça. Tous les personnages confirmés sont des combattants incroyables, aux aptitudes exceptionnelles, mais restent des hommes. Si l'avatar de Khonshu est dans le film, c'est très probablement qu'il fallait faire un lien que je vais appeler le lien antique avec Kang et justement sa dynastie, son histoire. Car oui, bien que je vous évoque depuis tout à l'heure un film très terre à terre, le film s'appelle Kang Dynasty. On devrait donc être amené à comprendre à la fin de ce dernier comment, pourquoi et depuis quand le conquérant est aux commandes. Et Moon Knight est le seul personnage plus ou moins lié à Rama-Tut, un des variants chefs aperçus dans la scène post-crédit qui dans les comics gouverne toute l'Égypte durant l'an 3000 avant Jésus-Christ. Vous allez me dire que oui, Moon Knight forcément c'est lié avec l'Égypte antique, puisqu'il tire son pouvoir de ses pharaons, de ses dieux, de sa mythologie, mais Stephen Grant est aussi à ce jour le seul personnage à avoir des connaissances qui pourraient être vitales par la suite. Et mis à part le volume 2 de West Coast Avengers qui implique Rama-Tut, Moon Knight et Hawkeye dans une histoire de voyage temporel, il n'existe aucun lien entre Moon Knight et Rama-Tut à ma connaissance dans les comics. Et bien que l'origine story du personnage soit liée à l'histoire d'Égypte, en vrai Moon Knight c'est juste un personnage qui symbolise la maladie mentale et qui se la joue Daredevil en plus violent. C'est ça à 95% du temps dans les comics. Je pense donc que s'il est officiellement casé pour être dedans, et ça l'est, c'est surtout pour la cervelle de Stephen Grant, pleine de connaissances égyptiennes sur les pharaons et les artefacts. Shang-Chi sera très probablement lui aussi dans le film et il existe très potentiellement un lien antique entre ces 10 anneaux et le bracelet de Miss Marvel. Je vous laisse aller voir cette vidéo qui en parle pour vous expliquer tout ça, mais ce qu'il faut comprendre pour cette vidéo, c'est que peut-être qu'une fois tout ça assemblé à la manière d'un Pulse, cela pourrait guider Kang ou le détenteur de ces artefacts vers un pouvoir de modification ultime de l'univers. Un sacré gros morceau donc cette vidéo, mais il faut dire que pour théoriser sur un film comme Avengers Kang Dynasty, il faut mettre un petit peu le temps. J'espère donc vous avoir un petit peu aiguillé quant à l'enjeu du film, ou même le pourquoi du comment est-ce qu'on met du Hawkeye ou du Daredevil alors qu'il y a Doctor Strange ultra puissant qui est dans un coin quelque part. On rappelle que la plupart des personnages que je vous ai cités sont officiels selon le scénariste, et donc que tout ça, eh bien c'est pas anodin. Reste à voir évidemment si le Caïd aura un rôle aussi important que je vous l'ai émis en théorie, mais ce qui est certain évidemment, c'est que quand tu incorpores le Caïd de Vincent D'Onofrio dans un univers tel que le MCU, c'est pas pour le faire jouer un figurant. Vous pouvez donc vous abonner en mettant la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos théories ou news. Je vous laisse mettre le gros pouce bleu pour soutenir le boulot derrière cette vidéo. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.